Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Café Mancuso à Bordeaux pour un épisode sur le thème de la freelance. On est en compagnie de Antoine Pamelard et Émeric Bouteiller. Donc Antoine, je vais commencer par toi. T'es un N7 2015 Hydro. T'as travaillé pour Agap2, une boîte qui, si j'ai bien compris, recherche des consultants pour des boîtes de Presta. C'est une boîte de Alors prestations. c'est pas exactement ça, ouais. Ouais. Agap2, c'est une société de conseil Ok. qui accompagne les entreprises sur leurs projets Ok. en vendant des services d'ingénieurs, des D'accord. missions d'ingénieurs. Et après, t'as enchaîné, tu as monté là tout récemment en février 2021 Ouais, une startup, une boîte Yalink, exactement. où t'es CEO et qui met du coup en relation des freelances avec des potentiels clients. C'est ça. En Ok. 2 mots, on veut faire un peu la même chose, c'est-à-dire proposer des services d'ingénieurs aux entreprises, accompagner les projets des entreprises. Sauf que là, on va le faire un peu différemment, c'est l'approche et l'usage qui va changer. Ouais. On travaille uniquement avec des freelances. Ok. Je passe à toi, Émeric. Après, je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail. Je passe à toi, Émeric. Émeric Bouteiller, donc Centrale Paris 2001. C'est pas tout. Voilà. Tu nous as dit que tu avais une certaine appétence aussi pour la technique depuis toujours, et c'est pour ça que tu t'es lancé dans de la mécanique après technique, principalement dans l'automobile et l'industrie. T'as fait t'as beaucoup d'expérience en tant que ingé mission et directeur technique. T'avais fait plusieurs missions dans ta carrière. T'as aussi été directeur technique de Renault Sport pour la partie rallye. Donc pas mal d'expérience, et tu t'es lancé en freelance depuis 2015. Non, c'est ça, voilà. C'est bien C'est ça, révisé. j'ai eu un grand goût, j'ai toujours eu du goût pour la technique, donc je me suis vraiment orienté pour la technique. Donc j'ai travaillé pendant 8 à 10 ans sur des postes de consultants, notamment enfin, de consultants techniques, pour des sociétés de prestations, donc avec différents postes, hein, chez tous les grands constructeurs automobiles, et puis après je suis passé dans l'industrie. Ok. Pour différents postes avec du management. Si vous voulez vous appesantir un peu plus sur vos parcours, Ouais, votre parcours depuis votre formation, expliquer rapidement les petites d'où vous étapes venez. rapides. Vas-y, t'es lancé, Mike? Ah, je suis lancé là. Oui, qu'est-ce que je peux dire de donc voilà c'est vrai donc j'ai fait Centrale, mais on a pas mal c'est vrai qu'on oriente toujours notre école sur des profils de management, mais il n'y a pas que du management parce qu'on a aussi certaines qualités techniques enfin, pour certains. Donc moi c'était un peu mon cas, moi j'ai toujours aimé bien la technique, les choses comme ça, donc j'ai axé ma carrière sur un début vraiment orienté là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai eu pas mal de postes de projets, donc j'ai tous les grands constructeurs, différents constructeurs automobiles, hein, Renault Sport, Peugeot Sport, Matra, enfin, et PSA pour citer que. Ouais. Quelques expériences aussi après, je me suis orienté sur la création de start-up avec des différents projets. J'ai trouvé plus ou moins mon bonheur et un jour j'ai voulu essayer l'industrie. Voilà, donc très belle expérience avec du management, où j'étais responsable d'un bureau d'études, où là on passe sur une autre dimension De la gestion humaine et de la gestion pas que de humaine. la gestion technique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le côté technique qui est toujours important, mais prend un œil complètement différent, quoi. Puisque après les rapports humains prennent le dessus sur la technique. Bah le hasard et les contraintes sont arrivés qu'à un moment j'ai eu un trou, donc je me suis dit je vais me retrousser les manches, je vais mettre freelance. Ok. Vu que j'ai pas trouvé de poste, je vais me créer mon poste. Ok. Si tu veux ajouter toi un peu, Antoine, moi j'aurais bien aimé que tu reviennes rapidement sur Agap2, nous expliquer un peu que tu nous as dit que ça t'avait plu, et en même temps que tu avais vu qu'il y avait un besoin au niveau de la freelance peut-être. Ouais, tout ce à fait, moment-là. ouais. Bah, en fait, bon, moi, donc, on a fait la même école, hein, l'N7. Moi, j'étais diplômé en 2015 en hydraulique. Et, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'hydraulique, moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait des études d'ingénieur, mais la technique, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et, j'ai commencé chez Agap en ingénieur d'affaires. Et je me suis rendu compte voilà, que le monde de la prestation, c'est un monde qui est passionnant parce que on se greffe sur des projets existants, on arrive parfois un peu dans des situations de pompiers ou vraiment en avant-projet, donc on voit des cycles de projets très vastes. C'est un mode qui va continuer de grandir parce que la plupart des entreprises vont se concentrer sur des cœurs de métier
et vont sous-traiter ou en tout cas faire appel à des externes sur on sur va beaucoup revenir de après choses. sur un petit peu comparatif Ouais. reste à freelance sur Ouais, sur complètement. Et du coup, je me suis dit, voilà, il y a un modèle qui existe, il y a un modèle qui est assez trusté par les boîtes de conseil. Donc, on connaît les grands, Alteran, Alten, AK Technologies, donc Agap2 qui est aussi un gros acteur. Mais le fait de pouvoir permettre à des personnes qui se lancent à leur compte de réaliser les mêmes missions, d'accord, on parle de missions de 6, 12, 18 mois, de pouvoir réaliser les mêmes missions mais en leur nom propre, à leur compte, ça permet de rajouter finalement de l'agilité dans les projets, parce qu'on peut allier temps plein, temps partiel, ça permet de rajouter aussi de la liberté pour les ingénieurs, parce qu'ils sont à leur compte et ils peuvent vraiment choisir les missions, là d'y aller, de pas y aller. de la freelance, Ouais, plus exactement. la place, Ouais, ça reste les mêmes missions en fait. Ouais, On bien travaille sûr. sur les mêmes missions, mais pas c'est les plus mêmes des cadres. consultants en CDI qui travaillent, c'est des consultants qui sont en freelance. Et je voulais explorer ça, et c'est pour ça que j'ai créé Yalink en début d'année, donc on est 3 associés chez Yalink. Ok. Voilà, et l'idée c'est de pouvoir connecter le monde des entreprises avec le monde des freelances. Et donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler pas mal aujourd'hui. Carrément, ça ressemblait pas mal à ce que tu disais. Ouais, exactement. Il y a Je suis 80% de corps de commun. En tout cas, le côté mission, le côté contrat de prestation de service, le fait qu'il y ait des ingénieurs d'un côté et des entreprises de l'autre, ça c'est pareil. Par contre, la façon de créer le connexion, c'est ça qui change et c'est là-dessus qu'on innove sur l'administratif, le juridique, le légal. Voilà. Ok. Donc, ouais, ce qu'il voulait aujourd'hui, du coup, On sort dans le c'est vif du les- sujet, c'est allez. sur, Bah oui. On est là pour ça. ouais, le freelance. Et donc, pour faire simple, le freelance, c'est avoir des compétences avant dans une entreprise, qu'elles soient techniques ou totalement autres, même pour l'ingénierie plutôt technique, on va dire, globalement. Et Voilà, on voulait savoir comment on Toi, se lance ouais. dans le freelance en fait. Après, parce que c'est vrai que toi, Émeric, t'as eu beaucoup d'expériences différentes. T'es passé par plein d'entreprises, donc t'as des expériences à vendre. On se demandait, imaginons que Jules veuille se lancer en freelance un bambin en sortie d'école. comme ça, du Est-ce qu'en freelance. fait, est-ce que c'est possible? Bon, déjà, t'as fait l'ENSET, donc t'as une super formation et un super bagage technique. Ah, ok. Merci de Faire me un peu la faire promo. mousser. Mais non, en fait, tu peux me corriger, Emric, Ouais. mais en fait, le freelance, c'est déjà, faut préciser ça, c'est pas une catégorie fermée. Et c'est d'ailleurs même pas un statut juridique, freelance, c'est juste un mot qui veut dire qu'on vend ses missions, quoi. Ouais. On vend son temps de C'est travail. une méthode. T'as des gens qui sont freelance en développement logiciel, dans le web, t'as des graphistes qui sont en freelance, c'est même pas que des ingénieurs. Ouais, c'est T'as- un groupe plein de oui, ça- secteurs ça- quoi. T'as des Bien sûr. managements de transition. C'est une manière de travailler. Enfin, C'est ça. un C'est ça. En fait, c'est un freelance, c'est quelqu'un qui favorise une relation commerciale avec des clients pour vendre son travail plutôt qu'un lien de subordination avec un contrat de travail. D'accord? Donc, au lieu de travailler dans une entreprise pour Renault ou PSA avec un contrat de travail en CDI, soit pour PSA, soit pour une société qui est sous-traitante de PSA, il va être avec sa propre entreprise, donc micro-entreprise, portage salarial, société unipersonnelle. On va Il y a revenir après il y a sur plein les de statuts, modèles. administratifs. Mais il va vendre et donc il a une relation commerciale avec des clients. C'est ça la grosse différence. Donc Mais du derrière, un junior Ouais, c'est ça. comme un senior, c'est vrai que quand on ferme les yeux et qu'on pense à freelance, on voit un mec qui a 55 ans, les cheveux blancs, 30 ans d'expérience. C'est pour toi, Emric. Non, mais c'est vrai, quand je parle aux gens, freelance, Ouais, c'est bien sûr. le mec qui a fait une carrière de 30 ans dans un grand groupe, qui a pété les plombs et qui vend son temps de travail et son expertise sur du conseil, du management de transition, ce genre de choses. Mais pas tant que ça en fait. Moi, quand j'étais chez Agap2 et toi, t'as eu le même parcours parce que j'ai cru comprendre que tu étais consultant dans une société de consulting en sortie d'école. Ouais, j'ai fait ça pendant 8 ans. Voilà. Et donc, moi, quand j'étais chez Agap, on vendait des missions de conseil avec des ingénieurs sortis d'école. Vous savez, j'avais une équipe d'une 60aine d'ingénieurs, et sur les 60, il y en avait quasiment 70% qui avaient moins de 3 ou 5 ans d'expérience. Ok. Tu vois, donc c'est On avait du c'est mal la à expliquer ça, en fait. majorité. Ouais, c'est vrai. Non, Parce que nous, la on- majorité quand on des a parlé ingénieurs avec toi, missions Emric, sont- on se disait qu'un novice comme ça, c'est un peu plus dur. Tu nous disais que toi, tu avais réussi en fait à être freelance grâce aussi à ton réseau, parce que de par ton expérience, tu connaissais des gens qui sont venus vers toi après et te demandaient des petites missions comme ça. Oui, parce que je suis sur un mode un petit peu différent. Ouais. Par rapport à ce que dit Antoine. C'est vrai que moi, je vends plus mon expérience que de la mission en vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des approches un peu différentes. Où je vends de l'expérience, de la conception de produits, une certaine expertise. D'accord. Donc, c'est vrai que sur ce mode de fonctionnement-là,
c'est un peu moins adapté à un junior qui lui va vendre son temps de travail. C'est exactement ça. Donc, voilà. Toi, t'as plus un positionnement en fait de bureau d'études qui va intégrer des affaires, les réaliser avec des missions qui sont un peu plus courtes et du coup une ventilation de ton chiffre d'affaires sur plusieurs clients en parallèle. Quand les missions de conseil dont je te parle et qui sont réalisées généralement par les sociétés de consulting, Agap, Altran, Alten, etc., sont plutôt des missions en temps plein où on a une mission pendant 12 mois, 18 mois ou même des périodes un peu plus courtes ou un peu plus longues. On a un client et on est chez ce client, ce qu'on appelle la régie. On est chez le client, on travaille avec les moyens informatiques du client et on est drivé opérationnellement par le client. Okay. Voilà. Avec moi, je travaille plus en bureau d'études où les clients m'appellent, me disent voilà, on voudrait faire ça. Je dis ben voilà, moi je vous fournis ça. Enfin, donc la prestation clé en main. T'as un exemple peut-être de mission oui, ben là aujourd'hui, voilà, je conçois une gamme de produits pour l'industriel où je vais je leur vends mon expérience. Donc c'est-à-dire que je vends le cahier des charges, on établit le cahier des charges avec le client. On fait l'étude de marché, la conception, donc je leur ai fait la conception, j'ai mes outils informatiques, ma CAO, je leur fais les plans, et je leur fais les notes de calcul, tout ce qui va avec, et on va jusqu'à l'avant. Donc c'est là je leur vends une prestation complète. C'est vrai que quand tu en parles, tu parlais de tes outils informatiques, c'est une question qu'on a eue, on pensait y revenir plus tard, mais ça vient aussi un peu avec le fait, senior. En tant que freelance, est-ce que tu as tes propres outils, tu as besoin d'avoir tes propres logiciels, avoir un investissement quand tu te lances en freelance financier pour acheter du matos, si tu dois faire de la simulation, vraiment avoir des licences, est-ce que tu peux avoir accès aux licences prêtées éventuellement par le client? Tout dépend du mode de fonctionnement et du mode de freelance qu'on va avoir. Okay. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux juniors et aux seniors. On va pas être positionné sur les mêmes missions, donc on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement, on n'aura pas les mêmes modes de fonctionnement. Et pourquoi les juniors, eux, vont plus être intégrés sur site avec les entreprises, avec les moyens d'entreprise, alors que ça va être plus du conseil sur site et de l'assistance sur site, alors que moi, j'en fais plus de la prestation depuis chez moi, enfin, depuis mon bureau, où j'en vends une prestation. Donc toi, Donc du coup, j'ai besoin d'outils pour travailler. Ça, ouais. Toi, t'as plus, on va dire, en fait, il y a deux modèles qui se dégagent. Le modèle Emric, c'est le modèle avec un engagement de résultat, en fait. Entre guillemets, t'as un livrable. Au début, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai un produit qui est un système de roue de voiture, par exemple. Le client fait appel à Emric qui définit ce cahier des charges, et Emric va livrer soit une maquette numérique, soit un prototype complet. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un engagement de résultat. Et donc, généralement, ça se fait à distance et avec, tu chiffres l'intégralité, y compris les moyens informatiques. Ok, oui. D'accord. En fait, quand justement l'investissement, tu le fais pas réellement, à chaque fois, tu l'amortis. rembourses un petit peu, voilà, avec les prestations. C'est ça, voilà. Après, moi derrière, j'ai une gestion d'entreprise. Ouais, bien sûr. Donc j'ai un investissement, une rentabilité à avoir, un amortissement de mes outils. T'as tes coûts de structure, en fait. Des coûts de structure et choses comme ça. Okay. Alors que l'autre modèle, donc là, ça c'est le forfait, l'engagement de résultat, le modèle bureau d'études vraiment à faire. L'autre modèle, c'est le modèle assistance technique avec t'es chez le client, tu vends du temps passé. Tu te dis bon bah j'ai besoin de quelqu'un sur 6 mois en méca pour m'accompagner sur un pic de charge par exemple. J'ai besoin qu'il soit chez moi parce que faut qu'il soit intégré aux équipes. Ça se présente pas mal sur du management de transition par exemple. T'as quelqu'un qui part, le temps qu'on recrute une autre personne, on a besoin de quelqu'un pour réaliser une mission. Un pic de charge projet de 3-6 mois où on a besoin de quelqu'un sur place. Ça, c'est le modèle assistance technique et généralement, on appelle ça la régie. T'es sur place, t'as les moyens informatiques. Donc, tout dépend. Après, tu peux avoir des jeunes qui sont équipés, outillés parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils sont experts sur de la simulation numérique. Ils ont acheté Fluent, etc. On adore tous. C'est petit privé, ça. Ouais, voilà. Et ils sont super forts là-dessus. Et ils vendent que cette expertise-là. Et d'autres personnes qui sont seniors, qui sont chez les clients. Voilà. D'accord. Et en fait, on remarque un peu là, il y a dans le freelance, dans cette manière de travailler, de se vendre, il y a tout un aspect commercial. Toi, tu nous as dit, bah, Emric, beaucoup de réseaux, donc moins de prospection à faire pour avoir du travail, des clients, etc. Et toi, Emric, avec Yalink, justement, t'essayes Antoine. Pardon, excuse-moi. Antoine, de mettre en contact et de réduire un peu le travail
prospection de clients d'un freelance. Mais ça reste quand même une charge, à mon avis, conséquente en termes d'horaire, enfin d'heures, de chercher des clients quand t'es freelance, ça fait partie de ton travail intégrant. Ah bah, à partir du moment où tu vends des missions, Ouais. si t'as pas d'acheteurs et que les acheteurs ils vont pas sonner chez toi, quoi. Enfin, C'est ça. sauf Du coup, si on veut pas rester complètement un technique on est obligé d'aller prospecter. À moins de trouver Yalink. bah Ok. bah super, on peut en parler, mais c'est sûr que à partir du moment où tu as des relations commerciales, enfin à partir du moment où tu vends quelque chose, Ouais. t'as besoin d'être visible, C'est ça. t'as besoin d'avoir des acheteurs. Si personne n'est au courant que c'est toi le meilleur sur telle discipline, bah en fait t'auras jamais de personne qui viendra. Donc Ouais, t'as bien plusieurs sûr. moyens en fait de faire cette promotion. Il y en a qui font des sites internet, un LinkedIn bien fourni, passer par Yalink, c'est une autre possibilité. En fait, nous, notre but chez Yalink, c'est de démocratiser le modèle freelance, c'est de permettre à tout le monde de se lancer. Jeune, moins jeune, expert, pas expert, en forfait, en assistance technique. D'accord ? Et donc pour ça, on anime en permanence, et c'est ça notre force, c'est qu'on anime en permanence un réseau commercial dans un secteur donné qui est les métiers de la construction et les métiers de l'industrie, sur le bureau d'études et la partie travaux réalisation, d'accord, donc production pour le monde industriel. Donc on est en contact avec des clients en permanence, on amène des affaires qu'on ventile et qu'on propose finalement à des freelances qui font partie du réseau. Ok ? Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on, grâce à Émeric, parce qu'on a fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y a 3 principaux freins en freelance. Le premier, c'est la partie animation du réseau commercial. Parce que quand tu es ingénieur et que tu te lances en freelance, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'être, mais la première raison, c'est rarement le fait d'être fan de commercial. D'accord ? Tu as envie de vendre tes missions, mais voilà, c'est pas facile. Et puis quand tu es en mission, on s'est rendu compte que quand tu es en mission, tu es souvent chargé, souvent à 120%, au moins à 100%, et c'est difficile de continuer de prospecter. Et du coup, pour permettre de limiter la période d'intercontrat, parce que quand tu es freelance, si tu ne vends pas de mission, t'es pas payé, d'accord ? Même si tu as des façons de ventiler ta trésorerie pour te payer sur la durée, même quand tu n'as plus de mission, mais quand tu n'as plus de mission, tu n'es plus payé. Ce qui n'est pas le cas du coup, quand tu es consultant pour une boîte de prestation. Quand tu es en CDI, Oui, t'es en CDI. T'as signé pour une rémunération mensuelle, t'as ta rémunération mensuelle, c'est le deal. D'accord ? Quand t'es freelance, t'as signé pour être freelance et pour être payé quand tu factures. Si tu factures pas, t'as plus de trésor qui rentre, et si t'as plus de trésor, t'as plus de salaire. Donc, si tu dois attendre le dernier jour de ta mission d'avoir rendu tous tes livrables pour remettre des pièces dans la machine et reprospecter, c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la partie manque d'informations sur l'administratif qui, pareil, quand tu te lances en freelance, c'est rarement pour un amour fou de l'administratif. Donc le choix des structures, la partie facturation, la gestion de la trésorerie, la TVA, qui est un gros sujet aussi, toute la partie administrative. Ça, c'est des services que tu offres du coup chez Yalink, de gérer toute la compta. Enfin, yes. Toute la compta, on n'est pas comptable, mais en tout cas, on est là pour faire de la gestion de mission. C'est ça, et tu décharges le freelance. Exactement. Pour le laisser vraiment sur son cœur de métier. Ouais. Et le troisième frein, c'est la notion de paiement, parce que quand tu es freelance, tu factures. Pour facturer, il faut définir ton tarif jour. C'est pas simple. Comment quelqu'un qui veut se lancer dans le freelance, comment il va chiffrer son activité, comment se positionner sur le marché. Je termine juste ce que je disais, mais donc il y a ces 3 freins-là, l'animation du réseau commercial, l'administratif et la gestion des paiements, qui sont des freins majeurs et qui font peur à beaucoup de monde. Et nous, chez Yalink, on est parti du principe qu'on allait gérer ces 3 freins-là. Donc on gère le réseau commercial, l'administratif et la gestion des paiements, pour que les freelances soient concentrés sur la mission et fassent que des missions. Pour catalyser le freelance. Pour fluidifier, en fait. On fluidifie. Voilà. Maintenant, sur le chiffrage, je peux te laisser parler de ton expérience personnelle, peut-être. Ouais, le chiffrage, ça, c'est un vaste sujet. Hein. Ouais. Ça, j'imagine. On a regardé, par exemple, il y a le site Malte qui regroupe les personnes du freelance. Et on voit tout sur potentiellement un même profil, entre guillemets. Pas sûr, en cherchant en détail, ils doivent pas avoir la même, mais sur potentiellement quelqu'un qui peut répondre à la même mission, on a une gamme de prix qui va du simple à x10. C'est comme pour tout. Hein. C'est comme pour tout, un produit, un service, n'importe quel service, tu vas avoir des prix du simple au triple. Comment on chiffre ? Nous, on est là aussi pour accompagner les gens à chiffrer chez Yalink. La méthodologie qu'on applique, c'est on part de combien
on raccroche en fait à une rémunération mensuelle ou annuelle. D'accord, on parle aux gens et on dit bon ben voilà, vous aimeriez avoir combien par an. Okay. D'accord, c'est quoi votre rémunération cible en termes de brut, de net, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que on est plus présent sur des missions assistance technique avec des occupations en temps plein sur des périodes plutôt longues de 6 à 12 mois. D'accord? Et donc, on convertit ce brut annuel en tarif jour. En fait, on a des petits simulateurs. Okay. On part du statut que va choisir, donc la micro-entreprise, le portage salarial, etc. On part du chiffre d'affaires qui va être généré. On enlève les charges sociales, patronales, fiscalité, les impôts, etc. On arrive sur le reste en fin de mois sur une année complète. Si on a une mission de 6 mois, ben on se dit ok sur 6 mois ça donne ça. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce qu'on est dans les prix du marché? D'accord. On fait une intersection avec les prix du marché parce que si on est largement au-dessus ou inversement largement en dessous, ben, nous on a cette vision globale et donc on en parle. Et puis ça donne un tarif jour et on vend la mission sur un tarif jour. Toi, Aymeric, est-ce que tu as créé aussi ton tarif jour, enfin tu l'as chiffré avec tes expériences passées en sachant, bah voilà, quand j'étais par exemple directeur technique, je gagnais tant, je faisais tel métier et là j'ai telle tâche, telle mission et tu l'as transposé à ton freelance? Pas exactement. En fait, moi j'ai une approche un peu différente. C'est qu'au début, tu as besoin de commencer, donc il faut, c'est une machine qui va se mettre en route. Donc il faut trouver des clients, il faut que ça vienne. Là peut-être que du coup tu baisses tes prix au début. Exactement. Ouais. Voilà. Tu fais quelque chose d'attirant et tu sais pas trop. Voilà, t'as toujours l'appréhension quand tu commences. Moi, avec tous ceux avec qui j'en ai discuté, on a tous la même appréhension. Est-ce qu'on est trop cher? Est-ce que l'affaire va passer? Ouais. Donc on a tous tendance à faire des tarifs un peu bas. C'est ça, il y a une compétition, enfin il y a de la compétitivité. C'est pas la compétition, c'est qu'on a peur que le client se dise c'est trop cher et qu'on perd l'affaire. Okay. Donc on met toujours des tarifs très bas. Finalement ça passe toujours parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment on est vraiment moins cher que les autres et qu'on n'est pas au tarif du marché. Donc ça va se construire progressivement. Pardon, excusez-moi. Et au fur et à mesure, ben on va augmenter jusqu'à arriver à exactement ce que disait Antoine, un équilibre qui va se placer entre le salaire vraiment qu'on a envie d'avoir, les charges qu'on a, tout ça va faire un équilibre et on va arriver à cet équilibre-là au bout d'un moment. Mais c'est ça, il y a quand même, comme tu dis, il y a une machine qui doit se mettre en route, on peut pas arriver novice et se dire moi je veux tant. Exactement. Puis après il y a une petite expérience en sachant qu'il y a certaines sociétés et certains secteurs d'activité qui vont payer plus cher que d'autres. Voilà, ben, enfin, aujourd'hui, on sait qu'il y a comment dire, la défense, l'aéronautique, là on est sur des choses qui marchent bien, donc on sait qu'on va avoir des salaires assez, des tarifs intéressants. Quand on va être sur certaines PME comme moi où je le suis, là des PME de 4-5 personnes, ils ont beaucoup moins d'argent à mettre dedans. Donc on va mettre des tarifs beaucoup plus bas. Mais par contre, ça a l'avantage aussi d'avoir des tarifs bas, c'est que je vais me chercher les missions que je veux. Et ces missions que je veux, c'est ça qui va me faire construire mon expérience et qui va me faire un peu ma vitrine. Bien sûr, okay. Voilà. Donc là, je vais chercher des projets. Donc c'est pour ça que je mixe un peu les deux, en allant chercher des projets qui sont fortement rémunérateurs, où je vais pouvoir mettre des taux journaliers assez élevés, et des projets qui sont vraiment plus fun et qui vont eux m'apporter de l'expérience et de l'intérêt à mon travail. Pour les projets plus fun, tu dis tu vas pouvoir aller chercher les projets que tu veux, parce que du moment tu as un nombre de clients qui viennent vers toi pour tes tarifs plus attractifs ou les clients ils viennent jamais pour le tarif au début parce que c'est jamais tes compétences voilà, enfin je veux dire, on n'est pas comme un bar ou un resto, les tarifs sont pas affichés à la vitrine. Donc oui, puis tu es sur des prestations à haute valeur ajoutée tout de même, voilà, c'est de l'ingénierie donc non, les clients ils viennent plutôt pour ce que vous savez faire quoi. Okay. C'est-à-dire que voilà, moi c'est de la mécanique, c'est de la mobilité, c'est de l'industrie, de la conception, du calcul, des choses comme ça. Donc ils vont venir pour ça, ils vont me dire vous savez faire ça? Oui. Et après bon bah voilà, faites-moi un devis, quel est votre taux journalier et voilà. Après c'est vrai qu'il y a un vaste débat si ce taux journalier est-ce qu'on est trop cher, pas c'est cher, mais le problème c'est le taux journalier, on va multiplier par le nombre de jours de travail. Donc c'est la facture à la fin qui fait le résultat. Ouais, c'est ça. Et puis de toute manière, tu es dans une relation commerciale et on le voit tous, une relation commerciale, ça avant tout de l'échange, de la discussion, donc comprendre le projet du client, les enjeux en termes de financement du projet, combien il est prêt à mettre dans une prestation de ce type-là, et puis tu vois, et puis de toute manière, c'est pas parce que tu commences avec un tarif de 100 au démarrage, bon pour info, 100 c'est très très bas, mais c'est pour donner le jour, hein. D'accord, c'est 100 € jour. Ouais. En fait, on a une référence qui est le tarif jour. Sur
les missions au temps passé. Après, sur les forfaits, c'est peut-être pas toujours tarif jour, ça peut être au livrable. Si tu as une certaine récurrence d'activité et que tu sais que pour un client, par exemple, tu rédiges une note de calcul, tu sais combien de temps ça va te prendre, tu peux définir un tarif pour la note de calcul. Tu vois, tu peux définir un prix au livrable. Comment tu le vends et c'est aussi tout ça. Enfin, c'est une relation commerciale, aussi, quoi. Ouais, C'est vraiment une discussion. Tu t'expliques comment tu travailles, tu comprends comment l'autre travaille aussi. Tu te renifles un peu, tu poses un tarif sur la table. Non, mais des fois, c'est ça. Tu fais, bon, c'est comme ça. Est-ce que ça vous va? Ça passe, ça casse. Ouais, ça passe. Et puis après, c'est vrai que c'est une négociation. Et quand on est ingé, généralement, même si on a fait du conseil auparavant, on n'est pas formé à la négo. Et c'est pas parce que t'es freelance que tu vas avoir des formations négo. Ouais. Là, ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend sur le tas. Nous, on est là aussi. Tu donnes des formations. Yalink, formation pour l'instant, on n'en a pas encore sur le sujet parce que c'est pas un des contenus. On fait du contenu pour les freelances. Tu vois, on en a fait un sur la micro, sur le portage salarial pour aider les gens aussi à se décider sur les statuts qu'ils peuvent choisir. Mais on est aussi là pour aider les gens à chiffrer et dire, bah attends, là, tu peux aller chercher beaucoup plus haut. Okay. Là, tu peux aller chercher des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants. Ouais, tant qu'on parle d'administratif, c'était l'une des questions d'un de nos auditeurs. Tu parlais de différents statuts. Qui est au standard, là ouais, Adrien, il a mis le temps au standard comme ça, là. C'est les différents statuts. On avait parlé un peu avec toi aussi, quel statut, qu'est-ce que tu dois monter? Enfin, tu vas facturer, tu vas faire des factures à ton nom pour pouvoir chiffrer. Il faut sûrement monter son entreprise. Nous, on pense comme ça. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, ton entrepreneur, peut-être, pour commencer? T'as le choix, hein. Tu peux monter la boîte que tu veux. D'accord. Okay. Mais t'es obligé de monter quand même une structure. Il faut une structure administrative. Il faut un code SIRET. Enfin, je sais pas si ça te parle. Un code SIRET. Il faut avoir une entité reconnue, soit à l'INSEE, soit au tribunal de commerce, parce que c'est une relation commerciale. Okay. Et tu peux pas avoir une relation commerciale B2B avec ta propre personne sans avoir une structure administrative derrière. Ça, c'est pas possible. Oui, voilà, c'est du travail dissimulé. La loi est très. Donc très après, il y a le choix. Hein. Le plus simple, c'est de commencer auto-entrepreneur. Okay. C'est ce qui est le plus simple. Enfin, vous pouvez même tous commencer comme ça. Okay. Il y a des conditions. Enfin, auto-entrepreneur, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, c'est là où on a le moins de conditions financières. Ça va très bien. Mais par contre, au-delà d'un certain niveau de salaire, de revenus, on va payer des charges. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc après, il va falloir évoluer en statut. Quoi. C'est ça. Après, on peut passer. Après, il y a au-dessus, c'est le. Travailleurs libéraux. Voilà, tout ce qui est travail libéral. Quand t'es en micro-entrepreneur, t'es déjà en travailleur libéral. D'accord. Ça, faut le savoir. En fait, pour se lancer. C'est juste que la structure va changer, la nomination, les charges, tout ça. Voilà, on va avoir des charges et des choses qui vont être différentes. Donc après, il faut monter en grade et puis trouver le meilleur statut qui C'est ça. En fait, ça dépend un peu de ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que chaque personne a. Ça dépend déjà du temps que tu as avant de lancer ton activité. Si tu dois, on est quoi? Alors on est jeudi. Si tu dois démarrer une mission lundi, c'est sûr que t'as pas 36 choix, quoi. C'est soit micro-entreprise parce que c'est en une semaine c'est prêt, soit portage salarial. D'accord. Portage salarial, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes tu peux nous l'expliquer à nous. Ouais, complètement. En fait, t'as donc pour avoir une entité administrative, soit t'as le côté entreprise. Donc, tu as l'entreprise personnelle, individuelle, qui est soit la micro-entreprise, soit EIRL ou EURL. D'accord? Tu as la société, les SAS, les SAS unipersonnels, soit tu as le portage salarial. Et en fait, portage salarial, tu es en CDI dans une boîte. Donc, tu es salarié d'une boîte, qui est une boîte dédiée au portage salarial. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une profession réglementée, c'est très très carré. Boîte de portage salarial peut faire que du portage salarial, c'est leur seule et unique activité. Et ils vont t'allouer un compte d'exploitation dans l'entreprise qui va te permettre de générer un compte de résultat, de facturer. D'accord. Et ça de récupérer. De créer ta propre entreprise. T'es salarié, mais tu fais quand même ce que tu veux et C'est ça. Okay. En fait, t'es salarié pour vendre tes missions. Okay. T'es salarié pour vendre tes missions. Les avantages, c'est quoi? C'est que tu cotises comme un salarié. Donc, tu as les mêmes avantages en termes de retraite, tu cotises au chômage, ce
qui est important et ce qui est pas le cas de la micro-entreprise. Il y a beaucoup de comparatifs sur Internet entre micro-entreprise et portage salarial et même les autres structures. Oui. Nous, on a fait notre propre pour les ingénieurs, vraiment dédié aux ingénieurs. Mais ça a l'intérêt d'être très rapide. En 48 heures, tu as un contrat de travail. C'est un CDI, mais qui est très libre. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de mission, bah, tu as une rupture conventionnelle et donc tu déclenches tes droits au chômage. Okay. Ça, c'est intéressant. Administrativement, c'est le truc le plus light du monde parce que tu as une boîte qui fait tes fiches de paye, qui gère ta trésorerie, etc., etc. Là, j'aimerais qu'on passe sur un autre sujet parce que là, on est en train de l'aborder. C'est un comparatif un petit peu Presta et freelance parce que tout ça, en fait, tu peux le faire en Presta, enfin dans des boîtes de prestations, mais tu n'es pas libre forcément toujours de tes missions, alors que le portage salarial pourrait te permettre d'être plus libre sur tes missions. Ouais. Alors tu peux faire du portage salarial avec des boîtes de prestations. C'est quelque chose qui se fait, ça s'appelle le CDI de chantier, d'accord. Okay. C'est moins démocratisé parce que là on rentre quand même sur un truc de niche. C'est à peu près pareil, je pense. Ça devient plus pour les ingénieurs, c'est à peu près pareil. D'accord. C'est à peu près pareil. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Émeric, mais. Oui, j'ai déjà essayé. Ouais, CDI chantier. En fait, c'est un CDI, donc tout ce qui est de plus normal, avec une clause quand la mission se termine. Donc tu signes pour une mission précise chez un client précis pour une durée précise. Quand la mission se termine, c'est un motif de licenciement, donc tu es licencié. C'est convenu d'avance et donc tu déclenches également tes droits au chômage. Et en gros, quand tu cherches plus de stabilité que l'auto-entrepreneur peut être méchant dans la freelance. Ouais. Soit t'es pas au courant. En fait, c'est souvent ça. Du champ des possibles. Oui. Tu vois, oui. T'as un client et le client te guide. Enfin, tu vois, le client te dit, bah, t'es freelance. Moi, ça m'arrange si t'es porté par telle boîte. Et donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Toi, tu veux la mission, donc tu fais. Je me mets freelance. Pourquoi je me mets freelance? Parce que j'ai mon client qui est Peugeot qui me dit, j'ai eu des bons échos, j'ai envie de bosser avec toi. Et il dit, par contre, moi, je bosse avec telle société. Est-ce que tu peux te rapprocher d'eux pour prendre un contrat? Okay. Et moi, ça me va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mission Peugeot. Le deal avec l'autre boîte, je sens que j'ai un levier de négociation parce que c'est quand même Peugeot qui m'amène, donc je pourrais discuter, tu vois. Et tu signes comme ça. Donc, soit avec une boîte de conseil, soit avec une boîte de portage salarial. D'accord? Parce qu'il y a aussi des problématiques de référencement. Pour travailler, pour vendre des missions commerciales, faut que tu factures. Pour facturer, il faut que tu aies un compte fournisseur dans l'entreprise que tu comptes facturer. Donc, tu vois, là, tu rentres dans des logiques qui sont propres à chacune des entreprises. Ça peut paraître assez abstrait c'est pas les premières choses auxquelles tu penses quand tu penses à... T'y penses pas toujours, mais il faut y penser. Il faut y penser, c'est une grosse contrainte. C'est une grosse contrainte. Et tu vois, Peugeot, par exemple, c'est une multinationale, ils vont pas référencer Antoine Pamler en mon nom propre avec ma petite micro-entreprise. Tu vois, ça va pas les intéresser. Pour tout un tas de bonnes raisons, on va peut-être pas les creuser toutes aujourd'hui, mais parce que ma société aura un taux de dépendance très fort de Peugeot et ça, ils peuvent pas se le permettre parce que dans leur charte de déontologie, c'est pas le cas. C'est pas possible. Parce que leur comptable, il va leur rironner quand ils vont voir Antoine Pamler, micro-entrepreneur, facture 10 000 euros à Peugeot. Ils vont dire non mais je vais pas faire un virement de 10 000 balles à cette personne. Je vais pas rentrer un nouveau RIB. Le statut et tout, ça montre aussi peut-être une légitimité, une crédibilité. Ça rassure peut-être aussi ton client. C'est peut-être ça. Pas plus que ça. Non, quand t'es freelance, t'es freelance. Et si t'as une SASU avec 10 000 euros de capital, ça va pas plus les rassurer que si t'es micro-entrepreneur. C'est plus la capacité administrative de l'entreprise. Ils vont être plus... En fait, s'ils ont un seul RIB pour tous les ingénieurs mission qu'ils vont avoir et qui payent une seule fois par mois, pour eux, c'est plus simple. Ils automatisent tout, ils se prennent pas la tête. Ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, ça j'ai vu, avec toutes les ce qu'on appelle les grands comptes, donc les grosses sociétés, donc les grands noms de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, ils ont essayé de rationaliser tout leur processus d'achat. Donc c'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient traiter avec tout un tas de petites sociétés diverses et variées, qui étaient plus ou moins en bonne santé. Et après, au fur et à mesure, pour gagner de l'argent et être de plus en plus performants, ils ont essayé de dire, tous les petits, c'est de la perte de temps, perte d'argent. Donc du coup, on veut en plus de interne petits, pour eux. On va prendre que des grosses sociétés, bien solides, et voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, chaque fois qu'ils voient un freelance, c'est un peu la loi du marché aussi. Voilà, le côté technique de dire, toi, t'as les capacités de faire mon projet de résoudre mon problème, donc j'ai envie que tu viennes, mais par contre, je peux pas te prendre en tant que tel, donc tu vas être obligé de passer par un tiers,
par une grosse société référencée chez nous. J'aimerais bien revenir à des trucs plus bêtes et méchants dans le comparatif Très bien. Presta et freelance. On parlait tout à l'heure du coup de salaire. On va aborder un petit peu la question de la stabilité, parce que ça peut faire peur, je pense, quand tu deviens freelance. Déjà la stabilité financière. Si t'arrives pas à trouver une mission, c'est ça, ouais. Parce que t'as pas, comme on l'a dit, t'as pas forcément un salaire qui tombe tous les mois. Tu fais en sorte quand même que à la fin de l'année, donc je vous disais que tu t'y retrouves à la fin, mais est-ce que du coup, en comparatif avec la presta, à la fin de l'année, tu gagnerais plus qu'un prestataire ou la même somme, juste que tu gagnes plus sur un mois Non, tu peux gagner plus. Ok. C'est oui, sûr, oui. Tu peux gagner plus. Par contre, c'est sûr que c'est toujours pareil. Tu gagnes plus, mais il y a un risque. Des fois, de gagner moins quand ça marche pas bien. Quand même. Okay. Et en fonction Avec de ton des périodes. statut aussi, tu comprends pourquoi tu gagnes plus. D'accord? En général, tu gagnes plus pourquoi? Parce que tu coupes un intermédiaire qui prend sa marge. C'est aussi simple que ça. Quand t'es ingénieur, tu passes avec Alten ou Agap ou quoi que ce soit pour vendre une mission à Renault. Toi, t'as ta rémunération, il y a la marge parce que t'as quelqu'un qui fait tes fiches de paie, qui s'occupe de toi, qui t'a trouvé la mission, tout un tas de choses. Qui fait que... Bien sûr, il prend sa marge et derrière c'est vendu. D'accord. Si tu coupes l'intermédiaire, forcément tu récupères une partie de cette marge-là. Le client, s'il paye le même prix, toi t'es royal au bar. Donc, globalement, au taux horaire, un freelance va gagner plus qu'un. C'est ça. qu'un C'est ça. consultant, Mais typiquement, quand tu es en micro-entreprise, tu as des cotisations sociales qui sont très faibles. D'accord? Quand tu es salarié, c'est à peu près 50%, enfin, à la louche, tu vois. Donc, si tu gagnes 1000, tu auras 500 parce qu'il y a 500 qui partent dans des cotisations sociales. Quand tu es en micro-entreprise, tu as 22%. Mais par Tu contre, vois, du coup, il parce faut que quand tu même- ne cotises pas au chômage, C'est ça. Donc, il faut, de la même manière à la Ça retraite, demande aussi de etc. mieux s'organiser après pour l'avenir ou Ouais, faut personnellement. pas penser à l'avenir C'est et exactement essayer ça. de calculer. C'est ça. C'est ça, faut anticiper, faut proactif. toujours avoir un matelas, parce qu'on n'a pas de chômage, donc du coup, il faut se le créer. Ouais, ok. Ouais. C'est ça. Et également, enfin, je pense que toi, tu as une mutuelle aussi à part, tu as des... Il y a des outils qui se créent aussi pour tu peux avoir une caisse de retraite accompagner des supplémentaire freelances. pour les D'accord. indépendants. Ok. Donc ça demande de l'organisation. En fait, l'avantage des freelance, tel que je le vois, tu me corriges si je me trompe, c'est que tu as le champ des possibles devant toi. Mhm. Si tu es bien guidé, tu peux prendre juste ce qui t'intéresse. Et du coup, tu gères ta trésorerie et ton revenu comme tu l'entends. Ok. Mais il y a un travers qui est que si tu fais des choix par manque d'informations qui sont pas bons, tu peux t'en mordre les doigts. T'es livré à toi-même. Et du coup, effectivement, si tu vends des missions et que tu pars en étant freelance avec une mission de 3 jours, et que tu bases ta vie là-dessus, au bout de 3 jours, t'as plus de facturation, quoi. Et après, du coup, un deuxième point, c'est la stabilité, on va dire, de l'emploi du temps. Quand on a parlé ensemble, tu disais que t'as l'avantage d'avoir un emploi du temps libre. En guillemets, t'as rien, mais tu vas avoir des pics, des pics grosses périodes de rush, des grosses périodes de Si, rush, ça, et ouais, après vraiment des creux. Est-ce que ça, c'est aussi peut-être le risque quand tu te lances dans le freelance, tu sais dans quoi tu t'engages, mais est-ce que c'est dur, est-ce que c'est L'impact sur C'est ta un vie risque, perso, mais de toute par façon, exemple, comme je disais, dès qu'on débute toute activité, au début, c'est un peu chaotique. D'accord. Donc, ça oscille vachement. Donc, c'est vrai qu'au début, là, en ce moment, j'oscille Ok. avec des grosses périodes de rush, des grosses périodes de calme. Donc, ça dépend des périodes. Et après, avec le temps, ça se stabilise. Ok. Donc, on arrive à trouver l'équilibre. T'as mis combien de temps à peu près à trouver l'équilibre, toi? Là, il faut compter 1 an, quoi, 1 ou 2 ans. Quoi. Ok. C'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, par rapport à ça, période de rush, période de creux, comment t'arrives à bien gérer la période intermission quand t'as rien? C'est justement rechercher des clients où tu sais déjà que tu vas avoir des C'est ce qu'on missions qui disait vont arriver. en tout début, c'est ce qu'on disait, quoi. Tu passes ton temps à travailler, mais pas que. Tu as aussi la démarche commerciale à faire, toutes ces choses-là. Donc, soit tu t'es bien préparé, c'est-à-dire que effectivement, quand tu travailles, on va dire 80% de ton temps sur tes projets clients, tu te gardes 20% de ton temps sur du commercial pour que au moment où tu auras fini tes projets, ta mission ou différents projets, que tu en as d'autres qui s'enchaînent. Essayer de minimiser du coup au maximum la période. Voilà. Si tu n'anticipes pas ce genre de choses, effectivement, à la fin de la mission, tu te trouves sans rien. Donc ça, c'est bien, hein, t'as du temps t'as du temps de loisir. Mais par contre, t'as pas de revenus.
Un peu moins. Donc, un peu t'as un moins loisir ouais. chez toi. C'est ça. À moins d'avoir un super taux journalier qui t'a permis de... Si t'as facturé trois fois plus cher que tout le monde et que t'as réussi à l'avoir, oui, effectivement, tu peux prendre 3 fois plus de congés que les autres. Et question un peu bête, pour finir un peu cette partie, c'est par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'avoir un maître de stage qui était en boîte de prestation, TN Altran, tout ça. Et il a eu une proposition d'embauche dans la boîte où il était. Est-ce que c'est courant dans le freelance aussi, peut-être à la fin de tes missions, on te dit ah bah Émeric, c'était sympa, j'ai bien aimé comment tu travaillais, est-ce que tu veux pas venir chez nous Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je sais pas si ça arrive souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. Ok. Et dans ce cas-là, Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dis ah bah je me pose et j'arrête la freelance, je deviens salarié ou c'est bah, on y prend trop goût à la freelance, c'est une drogue et la Ton liberté, liberté. ton autonomie, est-ce que c'est des critères importants C'est important, je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme je disais, il faut entre 1 et 2 ans. C'est ce qui s'était passé la première fois où je me suis mis freelance. Énorme période de rush, il a fallu mettre en place tout un processus commercial, trouver des clients. Au bout d'1 an et demi, je commence à avoir vraiment des missions régulières et un salaire qui commence à devenir assez régulier. Euh, Quelques mois auparavant, j'avais fait de la prospection, j'avais été sur un salon, j'avais rencontré quelqu'un sur un stand qui montait un projet, qui me dit voilà, je monte ce projet, est-ce que tu veux pas commencer à travailler avec moi? Donc j'ai fait un peu de mission pour lui. Et en 2 mois, il m'a dit bah voilà, maintenant ce projet, j'ai fait une levée de fonds, j'ai besoin de quelqu'un à temps complet dessus, donc est-ce que tu veux venir? Donc effectivement, le projet était super sympa. Donc j'ai mis en sommeil, j'ai pas coupé l'activité, mais je l'ai mis en sommeil de freelance. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai travaillé, donc j'ai eu un CDD pendant 2 ans avec cette société-là. Ce qui m'a permis aussi en parallèle de toujours avoir mes anciens clients qui me demandaient de temps en temps. Donc j'ai travaillé un peu le soir, le week-end. Ton profil était toujours actif? Voilà, profil toujours actif, mais Toi, tu prospectais ça leur plus. posait pas de soucis, je prospectais plus, mais je faisais que des petites missions d'une demi-journée, une journée, voilà, Ok. ça me faisait un peu de complément, voilà. Ok. Donc c'est des choses qui peuvent se marier. Bah après évidemment, quand on est en CDD ou en CDI, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Ok. Donc bah, après on retrouve. Bah oui, oui. Ouais. De toute façon, tout statut, Bah, des avantages, des inconvénients. bien sûr, C'est ouais, des choix ouais. personnels, Donc après. c'est vrai que j'avais un salaire régulier. Par contre, j'avais une hiérarchie, des décisions. On n'est pas libre de son temps. On peut pas s'organiser comme on veut. On peut Ça pas. fait peut-être un voilà. petit choc après 2 ans de freelance, d'avoir du coup un patron après derrière. Ouais, Une oui. hiérarchie. Ouais. Non, pas vraiment. Parce que oui, mais il y a Ok. il y a certaines contraintes qui sont un peu. Ça vient qu'on vite, oublie hein. vite. Ouais, qui reviennent vite, et à la fin, quand on repasse freelance, on dit Ouais. ouais, voilà, C'était cool. je suis libre de faire ce que je veux et Ok. c'est bien quoi. Et puis, ça dépend aussi des ambitions de chacun. Ça dépend de pourquoi tu te lances en freelance, en fait. Enfin, pourquoi tu te lances, ça c'est pas forcément important, mais une fois que t'es dedans, depuis 1 an, 2 ans, ou même un petit peu plus, c'est là que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux continuer toujours à vendre des missions parce que justement, être salarié d'une entreprise, ça ne me plaît pas, c'est pas ce qui me botte, et j'aime bien alterner de manière voulue des missions et des périodes de soft, ok? Continuer de me former, t'as parlé de la formation, et ça je pense que en tout cas dans le monde freelance c'est quelque chose qui est en permanence. Tu te formes pour être au top sur tel techno, tel logiciel, etc. Il y a des gens qui ont pour but de se mettre dans un modèle d'engagement de résultat pour pouvoir peut-être recruter derrière et monter un bureau d'études, tu vois. En fait, t'as plein de possibilités, tu vois. T'as des gens qui veulent tenter l'entrepreneuriat, faut aussi voir ça, hein. C'est que c'est une expérience d'entrepreneuriat où t'es seul et tu risques finalement pas grand chose parce que t'engages pas de responsabilité, tu fais de la prestation de service, et donc tu n'as pas t'as pas vraiment de chance d'avoir des dettes C'est une ou voie plus quoi que facile ce pour soit. l'entrepreneuriat, pour C'est retoucher ça. l'entrepreneuriat. Exactement. Et si après tu veux recruter, bah t'as déjà eu une structure où tu facturais, t'étais maître de ta charge, etc. T'as déjà un peu Exactement. Et t'as déjà mis un pied dedans, tu vois. Okay. T'as des gens qui se lancent dedans parce que tu vois, nous chez Yalink, on a 2 populations, les gens qui sont déjà freelance. Émeric, donc c'était le cas, il avait déjà une activité et pour aller chercher un peu plus de charge ou un complément de revenus par rapport à la charge actuelle, bah il se dit bah pourquoi pas, ça peut être sympa, etc. T'as des gens qui sont aussi en recherche d'emploi. Tu vois, on a ces 2 populations là. Des gens qui sont en recherche d'emploi et qui se disent bah en fait quitte à faire une mission,
Cette même mission, je pourrais l'avoir en CDI dans une société de conseil ou en freelance. Banco, je teste en freelance, tu vois. Je teste en freelance. Et tu posais une question qui est intéressante, c'est le comparatif vraiment entre CDI en prestation et modèle freelance. Je pense que c'est une question qui est intéressante parce que c'est dans tous les cas, tu es ingénieur mission, tu vends ton travail pour des entreprises. Le canal de vente n'est pas le même. D'un côté, tu passes par une entreprise qui te fait un package. En gros, tu as juste à te défendre au moment où tu as le rendez-vous avec le client, la présentation client, tu te briefes et même tu as un coach quoi. Dans la boîte de conseil, tu as un coach, tu as quelqu'un qui est là, bon allez, on va aller chercher telle mission, voilà les actions que je mène. Ça peut être très très bien fait. On va rencontrer Airbus la semaine prochaine, voilà le projet, voilà par rapport à ton profil, comment je me présenterai, j'appuierai ce point-là. Donc, tu as vraiment un accompagnement qui est assez fort. Un peu babysité. C'est ça, ouais. Alors que dans le freelance, babysité, c'est un peu infantilisant, mais enfin, je dirais, c'est dans le thème en ce moment. C'est bon, bref. Mais t'as quelqu'un qui est là pour toi et qui te dit bon bah ok, je vais t'occuper de toi, je vais m'occuper de toi quoi. Voilà. T'as des travers, hein, bien sûr, parce que des sociétés de conseil, il y en a 20 000 en France et toutes ne travaillent pas de la même manière. Et on a des images dans le monde de la presta qui peuvent être assez dégradantes pour le métier. Et je trouve ça très dommage parce que tu peux le faire de manière formidable et t'as beaucoup de monde. Enfin, moi, je me souviens, on a écrit des super histoires hein, chez Agap, quand j'étais chez Agap, avec des gens qui avaient des rêves de travailler dans le monde aéronautique, par exemple, qui, par leurs propres moyens, n'arrivaient pas à rentrer dans ce monde-là. N'avaient pas d'expérience, tu vois, qui avaient déjà de l'expérience professionnelle, mais pas dans ce secteur-là. Donc c'était assez bouché pour eux. Et finalement, on s'est bien préparé, on a trouvé le bon client qui était assez ouvert. On fait des analyses, tu vois, en tant qu'ingénieur d'affaires, on fait la même chose chez Aink aujourd'hui, mais pour sentir vraiment la mission, le besoin, le feeling, etc. Quand tu es porté comme ça en CDI, donc tu fais des missions. Les périodes d'intermission, tu es quand même payé. Je pense qu'il y a quand même enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais il y a quand même un certain stress parce que tu sais pas où va être la prochaine mission et ça, c'était moi un gros moteur pour monter Yali. À quelle date ou c'est tout. C'est tout. Tu sais pas le nom du client, tu sais pas la mission et tu sais pas la géographie non plus. Mais bon, encore une fois, tu as plein de façons de faire, mais l'objectif c'est de pouvoir se dire sur la même mission, c'est de donner le choix, de la faire en ton propre nom. De pouvoir gérer aussi la façon dont on ventile la facturation finale et le coût final pour le client, donner un modèle qui est plus orienté vers l'ingénieur que vers l'intermédiaire, et de pouvoir se dire, bah voilà, tu sais pourquoi tu signes pour cette mission-là. Quand la mission est terminée, tu sais ce qu'il y a derrière, bah il y a rien. Donc, pour l'instant, parce que tu vois, quand tu signes pour une mission de 6 mois, je peux pas te dire dans 6 mois. Il y a une deuxième mission chez tel autre client, il attend que tu aies terminé, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Il y a un délai, tu vois, de 3 semaines entre le moment où un appel d'offres sort et le moment où la mission est staffée. Donc tu sais qu'il y a rien derrière. Donc derrière, soit le freelance ça t'a plu, tu continues, tu cherches d'autres missions par ton propre chef, de ton propre chef, par des plateformes, Malte, Yalink, autres. Tu peux te rapprocher de sociétés de prestations aussi, essayer de passer avec eux. Tu peux chercher un CDI, tu peux te faire recruter par ton client. Et là, c'est la liberté. Là, c'est la vraie vie, quoi. Okay. Hein. Enfin, non, mais c'est vrai. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et quitte à pas savoir de quoi demain est fait, nous, on s'est dit, bah, autant permettre aux gens de le faire comme ça, quoi. On se propose qu'on se fasse une petite pause, du 5 minutes. On a un petit concept, c'est les petites questions. Allez. C'est des questions qui n'ont pas forcément rapport avec le thème, mais pour un peu détendre l'atmosphère. Donc je te laisse t'en tirer une, Antoine, et tu la poses à Émeric. Ok, t'es prêt? Et on fera l'aller-retour. Alors, pour aller au boulot, métro ou vélo? Bah, du coup, ça se porte peut-être pas Ah si, à ta situation, mais les freelances, du coup, t'es obligé des fois de choisir. Métro, vélo? Ah bah, vélo, moi. Tout le temps vélo? Mais du coup, même si t'as une mission loin, Non, mais ça dépend. Mais, moi, les missions, je les fais chez moi. Enfin, à mon bureau. Alors, j'ai un bureau dans un C'est un vélo d'appartement, quoi. Non. Alors, bon, Covid oblige, oui, je travaille chez moi en ce moment, mais sinon, je travaille depuis un espace de coworking. Donc là, c'est bien, on est plusieurs freelances à travailler dedans, donc on a un lieu commun où on peut échanger. Ouais. C'est à 10 ça km. va avoir un peu de relation. Voilà. L'avantage, contact, c'est que c'est à 10 km de chez moi, je peux y aller en vélo. Donc ou en voiture, suivant la météo. Les jours pluvieux. Voilà, c'est ça, et les enfants. Donc on choisit un peu, mais après, il n'y a pas tellement de préférence d'obligation, tout ça. Ben allez, je te laisse Émeric en tirer une pour
pour Antoine. Alors, dessus, c'est celles qui ont déjà été tirées, non? Je sais pas. As-tu déjà lancé une petite partie de Candy Crush sur les heures de boulot? Oula, Candy Crush. Moi, je- Ouais. Bon, on va dire qu'il y avait des périodes creuses. Où le mois d'août, en général, c'est un mois qui est assez mort, où tu fais des tâches de fond. Et on avait souvent l'habitude de télécharger un petit jeu. Je me souviens, le dernier, c'était Guns of Boom. C'est un Ça petit me- jeu. ça me dit rien, C'est un petit jeu où tu te bousilles la tronche les uns les autres. Et on était 5 à télécharger ça et voilà, du coup, t'entendais des mais non d'un bout à l'autre du bureau, ça c'était pas mal. Ouais. Ok. Il y a pas de. Souvent, y a moi, pas, du coup, il y a pas de gêne au bureau à. C'est une petite. Je vais te dire un truc, il y avait pas beaucoup de gênes tout court. C'était assez libre et c'est ça qui était chouette en fait. Tu vois, c'était des gros open space. Mm. Tout le monde est au téléphone non-stop dans tous les cas. Donc ça piaille dans tous les sens. T'as des moments où tout le monde appelle pour aller prospecter, chercher des clients, contacter des ingénieurs, etc. C'était aussi assez jeune. Hein, Ouais, ok. comme, Ça devient de moins en moins mal vu. Enfin, c'est ta petite pause. À côté, Non. ouais. Bah moi je comprends pas trop les. Bon après Candy Crush, si t'as les pieds, si c'est coup de rush, la boîte est en train Ouais, de oui, couler, on a absolument besoin de toi et tu te tapes un Candy Crush. Bon, là c'est un peu moyen ou en tout cas c'est assez clair sur tes Ouais, bien intentions. mais non, enfin on a tous besoin de souffler. Ah, ok. Tu vois, tu fais une Ouais. petite pause, tu fais une partie, c'est bon ça. On a tous besoin de D'accord. Ouais, de enfin, ouais, je suis souffler, hein. complètement d'accord. Mais après, il y en a toujours qui sont, dans l'excès. qui sont dans l'essai, qui sont en train de te veiller, tout ça. Moi, j'ai connu une boîte où justement, on savait il y en avait un qu'on surnommait l'œil de Moscou, quoi. Ah bah Parce oui, qu'on on savait que quand il était dans le bureau, il était là pour nous Ouais, regarder. fliquer. Faut faire Pour un. fliquer C'est aussi et- de la confiance à avoir. Bah Ouais, oui, c'est ça, oui, ouais, oui, c'est une c'est question, clair. mais dans le boulot normal, t'as toujours ça, le temps, et il faut tu- décompresser, tu peux pas travailler 100%. Ouais. Et puis tu Oui, vois, jusqu'à la fin. je pense que quand t'as aussi besoin, enfin moi c'est ma vision du travail, t'as besoin d'être bien au boulot. Et pour être bien au boulot, t'as aussi besoin d'être bien dans ta tête ou bien chez toi. Et moi les gens qui sont au travail et qui dès qu'il y a le téléphone qui sonne sont c'est bon, t'as le droit d'avoir un coup de fil. Ouais, mais Si t'es en réunion avec la terre entière pour le projet du siècle, bon, d'accord, là tu réponds pas, tu te mets en mode silencieux, mais si t'es dans une journée lambda de travail, oui. Mais d'expérience perso, nous on sort d'école, en étant stagiaire. Je sais que moi je suis arrivé le premier jour de stage et les premières semaines. Ah, en cravate, Non, par un de travers. Du coup, ouais, t'oses pas quoi. Enfin, t'es pas encore. Oui, adapté oui, au- oui, bien Candy sûr. Crush, J'étais le là, premier jour, je t'es vite, travaillais. Oui, non, mais bien sûr. Candy Crush le premier Mais, jour, oui. C'est normal. Oui, et puis Et peut-être stagiaire. de notre vision bon. d'étudiant, on n'a pas. On connaît pas encore. Non, Voilà. mais l'entreprise, c'est des vrais gens en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, même tendance à dire, tu vois, moi, des fois, je suis en rendez-vous avec des clients. Quand j'ai un appel important qui doit tomber, je préviens, je dis, bah là, je vais avoir peut-être un coup de fil, je vais devoir m'absenter 2 minutes, et voilà quoi. Ok, je propose qu'on finisse après notre épisode sur un dernier sujet assez rapide, mais qui est important. C'est l'aspect social dans la freelance en fait. On a ce côté du coup, on a dit travailler chez le client, le télétravail, le coworking. Est-ce que c'est quoi le lieu de travail d'un freelance? Qu'il est multiple. Et puis après, qu'est-ce que ça implique aussi derrière? Bah, c'est multiple, hein, ouais. Ouais. Enfin, moi, je fais beaucoup de missions, depuis mon bureau, hein. Ça dépend peut-être de la mission, si tu travailles chez le client enfin, si tu travailles enfin, tu peux être amené à travailler chez le client, du coup. Mais toi, c'est pas ton cas. Et c'est Oui, surtout le côté social en fait. Si tu travailles chez toi, est-ce que tu as l'occasion de connaître, d'avoir des collègues? Oui, c'est De- important de d'avoir pas une être tout vie seul, aussi, voilà. tu Ouais, vois, mais aussi c'est- au c'est travail pour Une vie discuter avec professionnelle, Voilà, mais bah, certes sociale quand même. Oui, le côté social est vachement important. Alors, et c'est exactement je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, métro ou vélo, quoi. C'est-à-dire que oui, je suis freelance, je fais beaucoup de missions, pas chez le client, justement, où je suis pas sur site, je le fais en tant que bureau d'études. Par contre, ce bureau d'études, j'ai choisi, j'ai essayé pendant quelques temps de travailler seul chez moi. Donc, travailler seul, isolé, c'est un peu ce que je vis en ce moment avec le Covid, l'isolement, comme beaucoup de gens. Tu discutes avec personne, enfin, tu deviens complètement débile au bout d'un moment, quoi. Donc, voilà, faut pas avoir peur des mots, quoi. C'est de l'isolement social, là, Ouais, bien ça sûr. c'est bien. Il y a Donc, tout du ce coup, côté- je ouais, travaille en espace de coworking. En espace de coworking, on est plusieurs freelances. Donc, je travaille avec il y a des graphistes, il y en a qui font du web, du développement informatique, des traductrices. Et donc, c'est vrai on développe ce côté social et en plus, c'est bien parce que ça
ça fait un réseau, ça fait une entraide, on se donne des conseils, des choses comme ça. Donc Il y a de la vachement solidarité important. du coup dans la communauté freelance, c'est un peu. Il y a une grosse solidarité. Ok. C'est vrai que tu me Ça, disais c'est même le- que parfois c'est- on te propose une mission, toi indéniable. t'as pas les compétences ou t'as pas le temps, t'hésites pas à rediriger vers C'est Oui, un- oui, c'est ça. un de Si, tes compères. si Ah on bah fait c'est un ça. parallèle Moi, de ce qu'on connaît. j'ai mon réseau de freelance. Enfin, Ouais. Ah oui, ok. voilà, ne serait-ce qu'à l'espace de coworking où je suis. Bah, effectivement, parce que j'ai des clients, tiens, typiquement le client que je parlais tout à l'heure là, pour le développement de produits industriels, j'ai un petit problème de RP, ça marche pas, et je dis bah tiens, ça tombe bien. Et je connais quelqu'un qui Ok. qui peut te développer ton soft. Il y a Donc, certes de y a la un énorme, compétition, mais quand même de l'entraide au sein de la France. Parce que il y a voilà, plus on d'entraide est- que de compétition. Ok, bah, un peu, si on fait un Ouais. parallèle, nous, de ce qu'on connaît, ce serait un peu la prépa. On rentre tous, on se dit, ah mince, on va se tirer dans les pattes, et en fait, on sait tout qu'on fait. Tous à la Ouais, manière, non, quoi. ce que je Enfin, dis c'est toujours, c'est, bienveillant, quoi. je dis toujours, il y a à manger pour tout le monde. Ouais, Donc, ok. il faut Ouais. pas, ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ok. Si une mission, on se bataille sur une mission, il y en a un qui aura cette mission-là, mais l'autre, il va prendre l'autre mission qui est à côté, puis tout le monde sera content, mais ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ok. Ça apporte que du négatif. Bah, je pense que on a fait le tour du sujet de la freelance pour aujourd'hui. En tout cas, ouais. Ouais, Ouais, bah, cool. Encore merci d'être venu. Je vais remercier du coup le café dans lequel on est, donc le café Mancuso. C'est un restaurant audiophile très sympa, donc où on prête attention à surtout la qualité sonore, avec des vinyles, une esthétique musicale. Il y a un disquaire au sein du café, donc on peut repartir avec son petit vinyle pour l'écouter chez soi. Voilà, une petite cuisine ouverte sur la salle, fraîche, multi-influence. C'est ouvert tous les jours, l'ambiance est chill. On peut que recommander de venir se reposer, écouter un peu de soul, de jazz, de funk, comme on les adore. Voilà. Génial. Et ben, je vous remercie encore une Merci à fois. tous les deux, ouais. Ouais. C'était super. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Cliquez fort. À bientôt. À bientôt.